Alors, cette relation maman-bébé. Pour que chacun trouve sa place, justement, sa sécurité. Donc, à partir du moment où on est plus à sa place, qu'on arrive à trouver sa place dans la vie, hein, parce que là, c'est au sein de la famille, mais c'est sa place en général. À partir du moment où on est dans sa place, ça veut dire qu'on a appris plus quand même à se connaître et on va se retrouver dans une sécurité intérieure. Et ce qui va pouvoir permettre à tout le monde de s'épanouir. Je rejoins ce que vous disiez tout à l'heure. Si on est trop fusionnel avec un bébé et un enfant, l'enfant va le sentir et il va être beaucoup moins en sécurité parce qu'il va sentir cette dépendance et ça va focaliser la maman et l'enfant qui ne va pas oser prendre ses responsabilités. Hein. Donc là je parle du bébé, mais après ça perturbe dans le temps si on ne fait pas cette distinction de chacun est un être à part entière. Donc ça c'est un atelier que je propose pour... après ça, tout peut se... Parce que là c'est objectif maman-bébé, mais le papa peut s'intégrer, parce que je crois que les papas ont le droit de prendre les 8 semaines de congé après l'accouchement. Donc ça peut être ça peut être la famille, hein, la famille ensemble. Mais je crois que le père il peut à condition que la mère continue à travailler. Les deux ne peuvent pas prendre une semaine. Oui, les deux ne peuvent pas, oui, voilà, tout à fait, c'est un choix. Voilà, exact. Donc pour que bébé trouve sa place en toute sécurité, c'est déjà, comme je disais, la maman, il faut qu'elle accepte, qu'elle prenne conscience de cette séparation, hein, qui n'est pas évidente au départ. Par rapport aux 8, c'est quoi les 8 premières semaines? Tu parles du congé maternité. Du congé maternité. Le congé maternité, c'est que maman qui a le droit. Ah bon, c'est vrai? Ah oui. Le père il a 15 jours. Le père il a 15 jours. Ah, il a 15 jours. C'est après qu'il a le droit à un congé parental. D'accord. Non, un accouchement, c'est la maman qui accouche, c'est pas le père. Donc le congé maternité, voilà, c'est que la maman. C'est que la maman. Mais après, tout peut s'organiser si le papa veut venir. Moi, on le fait en dehors des heures de travail. Moi, ma remarque était dans le sens après l'accouchement. Voilà. Oui, c'est après. Là, l'accouchement. Là, on parle quand même oui. des 8 semaines de l'enfant. Voilà. Et l'enfant, pendant 2 mois et demi, je crois. Oui, je crois que c'est ça. C'est 8 semaines, 2 mois et demi. Donc, oui, c'est ça. Oui. 10 semaines, je crois, c'est la durée légale du congé maternité. Oui, c'est 10, mais là, ça démarre à 15 jours de vie du bébé pour que quand même les choses se posent. Parce que c'est quand même un moment à passer, quoi, un accouchement, c'est pas... Oui, tout à fait. Et c'est pas évident, justement, de prendre conscience de cette séparation des deux corps et de conscientiser que ce bébé est un être à part entière. Parce qu'il y a des parents qui phagocytent un peu et qui ils sont tellement émerveillés, parce que c'est vrai que c'est un émerveillement, un bébé, qu'ils ne prennent même pas conscience que c'est un être à part entière. Donc il faut tout faire pour lui, il faut tout anticiper. Alors que le bébé a une richesse de communication énorme si vous le laissez communiquer. Il y a donc l'étape nourrir les moments de relation avec bébé, donc c'est savoir laisser bébé dans son espace et d'autres moments vraiment lier la communication en prenant conscience de tout ce que l'on peut vivre avec à travers les 5 sens, hein, accentuer le regard, les yeux dans les yeux, le toucher au moment du bain, tout ça, hein, l'odeur, le laisser sentir votre peau si vous l'allaitez, et puis plein de choses comme ça. Et même le bébé avant l'accouchement, quand il est dans la mère, quand le père parle, il entend la voix du père, donc à l'accouchement, quand il entend la voix de son père, de suite il a un sourire, le bébé. Il vous a souri, votre bébé? Les deux, ouais. Oui. Ouais. Et aussi, tout ce que la mère mange, le bébé il enregistre. Oui. Et plus tard, voilà. Si la mère mange des légumes, tout ça, le bébé il aimera les légumes, et inversement. Plus facilement. Voilà, tout à fait. Et aussi, ce qui est très important, c'est lui faire écouter la musique. Parce qu'en fait, pour ma fille, on n'a pas fait, on n'a pas écouté la musique classique. Pour mon fils, on l'a fait. Et en fait, mon fils, il a l'oreille musicale. Il est impressionnant. Bon, après, moi, je suis quand même un petit peu réservée sur tout ça, parce que, comme je dis, le bébé est un être à part entière,
et que les parents ne vont pas le formater parce qu'il mange que ça, ça et ça, non, et que le gamin va aimer que ça, et il va aimer que cette musique, hein, parce que le bébé est vraiment un être à part entière qui a sa destinée aussi. Hein. Alors c'est sûr que quelque part il choisit ces parents-là, mais il ne faut pas non plus se dire qu'on a tout pouvoir sur le bébé et l'enfant. On n'a aucun pouvoir. C'est un être à part entière, comme vous avez dit tout à l'heure. Okay. Et il trace lui-même son chemin. Oui, oui, tout à fait. Comme on l'a fait. Exactement. Ensuite, donc, il y a accompagner le bébé vers son autonomie propre. C'est toujours dans la lignée de cette distinction et d'éviter trop de souffrance, d'éloignement. Par toute cette visualisation et cette anticipation, on va pouvoir préparer la maman à retourner au travail, à laisser bébé à la crèche ou chez la nounou, à des choses comme ça, hein, parce que c'est toujours un peu difficile cette séparation, confier l'enfant à quelqu'un d'autre. Donc ça va permettre de... en fin de compte, c'est un... comment dire un ensemble de choses qui vont vous aider à vous rapprocher du bébé tout en laissant par moment son individualité et votre propre individualité. Et ne pas oublier, et là, alors on pourrait dire que, purée, c'est un peu tôt de se projeter déjà bébé adulte en devenir, oh, laissez-moi le temps. Mais c'est bien quand même, enfin, je trouve que c'est important. J'étais pas dans toute cette dynamique, moi, quand j'ai eu 2 enfants. Hein. J'en ai eu un 30 ans et l'autre, on a 24. Et quand ils étaient petits, mais jamais j'ai pensé à, voilà, qu'est-ce qu'ils vont faire adultes, comment ils seront adultes, ou qu'est-ce que moi je vais devenir quand ils seront adultes. Voilà. Et je trouve que c'est bien, dès qu'on les a, de se dire, ben oui, c'est des êtres à part entière. Moi, je suis là juste pour les accompagner dans leur chemin, au mieux. Parce que justement, ça lui donne sa place à part entière. Et c'est là où on commence à dire, voilà, il a sa place dans notre famille, parce qu'on est tous là pour l'accompagner. Et pour lui donner encore plus sa place, au plus tôt, il ne faut pas non plus rapide, mais il ne faut pas avoir peur de mettre son enfant dans une crèche. Ça leur fait du bien, c'est énorme. Autant l'enfant que la mère. Oui, mais après c'est le choix de chacun. Et puis il y a des enfants qui ont un peu de difficulté aussi, hein, avec trop de monde autour. Hein. On a besoin d'être sécurisé dans l'espace, et puis c'est vrai qu'on a besoin d'être rassuré sur qui va garder cet enfant, comment, et voilà, je crois qu'une fois que la maman est sécurisée par rapport à ça, effectivement c'est plus facile. Et puis je sais à qui je confie mon enfant, et je suis sûre qu'il est entre de bonnes mains. Et bon, vraiment là il faut... Ce sont des personnes professionnelles aussi. Donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Ça, après la place, c'est le choix du ressenti de chacun. Donc voilà, trouver sa place en toute sécurité, donc pour le bébé, et pour que maman ne s'oublie pas, parce que avoir un bébé, ça prend beaucoup de temps. De venir dans des ateliers de groupe comme ça, où il y a d'autres mamans avec d'autres bébés, ça permet d'échanger, de communiquer, de se dire « ah ben oui, je ne suis pas toute seule, ah ben oui, il n'y a pas que moi qui rencontre cette difficulté, ah ben oui, il y en a aussi qui s'épanouissent », enfin voilà. Donc c'est vraiment des moments d'échange. Ça permet de retrouver un nouveau regard sur son corps, parce que le corps change pendant une grossesse, et après il lui faut un certain temps pour reprendre sa place, et il ne reprend pas toujours la même place. Donc c'est se réapproprier ce nouveau corps à travers des sensations. On voit pas, hein. Comment? Pas toujours, des fois on ne voit pas, des fois on reprend une ligne, si on parle de ligne, assez rapidement. Ah oui, tout à fait. Oui, mais il y a eu quand même des bouleversements. Il y a quand même des bouleversements intérieurs. Oui, bien sûr, mais oui, il y en a qui sortent de la maternité qui sont comme elles étaient avant. Hein. Mais il y a eu quand même ces bouleversements, et je pense que c'est aussi se réapproprier mon corps sans le bébé dans mon ventre, quoi. Il y a ça aussi, hein, parce que ça fait trop là au début, quand on n'a plus le bébé dans le ventre. On l'a porté quand même pendant 9 mois, alors
bon, on va dire 6 mois où vraiment on le sent, donc c'est quand même se réapproprier son nouveau corps, même s'il est redevenu comme avant. On n'a pas les mêmes sensations et on a l'image à se refaire intérieurement. Hein. Parce que même sans avoir une grossesse, le regard que l'on porte sur soi n'est pas toujours le juste. Hein. Donc c'est bien de s'approprier son corps après tout ce bouleversement. Alors essayez de trouver la place à la femme que chacune est. C'est toujours par ces intériorisations, ces visualisations, vous allez sentir en vous qu'est-ce que vous pourriez mettre en place, qu'est-ce qui serait bon pour vous, pour trouver votre équilibre justement, et ne pas se laisser embarquer et déborder par tout le quotidien de bébé famille. Parce que souvent de fois, c'est ce qui se passe pour la maman au grand désespoir des maris qui n'ont plus de femmes, qu'il n'y a plus qu'une maman à la maison. Hein. Et c'est ça, c'est intérieurement, on va pouvoir ressentir, vous allez pouvoir ressentir ce qui est important. Voilà. Peut-être que pendant un certain temps, eh bien, juste mon rôle de maman me satisfait, mais au moins je le sais, je suis clean et je suis moins en train de râler quand je m'occupe de mon bébé. Voilà. Et puis inclure le papa et la fratrie dans le cercle, donc c'est toujours pareil, c'est essayer de communiquer pour laisser la place, parce que il y a des... J'allais dire nombreuses, mais je ne peux pas dire nombreuses, mais au moins j'en ai vu pas mal, moi, qui sont venues me voir, mais si elles sont venues me voir, c'est peut-être parce que justement, elles avaient la problématique de se plaindre que papa n'est pas présent, papa ne fait pas, papa n'a pas sa place, et c'est que la maman a tellement de place pour s'occuper du bébé que le papa, il ne peut même pas y mettre un pied, quoi. Donc ça, il y a des prises de conscience qui peuvent se faire très intéressantes. Et pour que la femme reprenne aussi son corps, sa place, voilà, pour madame qui vient avec cette problématique de se retrouver elle-même, voilà, est-ce que le père, il n'est pas aussi là pour accompagner le fait que la femme, elle ait aussi son espace-temps de féminité et de... Oui. Parce que si la femme aussi investit beaucoup l'enfant, voilà, peut-être que le questionnement sur qui s'en occupe si je suis pas là, quoi. Donc c'est un équilibre, c'est pas facile, quoi. Oui. Et sans être dans la culpabilité, enfin, je veux dire, c'est... Une chose qu'il faut savoir ou entendre, parce que peut-être que vous le savez, mais on ne peut pas agir sur l'autre. Hein. Ça, on ne peut pas changer l'autre. La seule chose qu'on peut faire, c'est soi-même se sentir ce qui est important pour soi, ce qui ne va pas, et comment moi je peux le faire évoluer. Hein. Il n'y a que ça qui est possible. On ne va pas pouvoir communiquer avec un papa qui n'est pas là ou qui n'a pas envie. Après, c'est vraiment sentir en soi qu'est-ce qui est important pour moi et comment je vais pouvoir trouver la solution qui m'ouvre à autre chose. Donc soit la solution, je peux moi la mettre en action, ou alors je rentre dans une communication avec l'autre. Et ça peut être lui demander, est-ce que tu as vraiment envie de prendre une place? Quelle serait la place que tu voudrais prendre? Et qu'est-ce qui peut se passer entre nous pour que chacun trouve sa place, hein? Parce que peut-être il faut commencer par ça. Plutôt que de dire, j'aimerais bien que tu viennes avec moi à l'examen, j'aimerais bien ceci, j'aimerais bien cela, ou alors je suis débordée parce que j'arrive plus à avoir du temps pour moi. C'est plutôt, moi j'ai besoin de ça, toi est-ce que tu trouves que tu as ta place? As-tu besoin de quelque chose? Mais moi c'est important pour moi que j'arrive à faire ça, comment on peut trouver un terrain d'entente? Ou ce serait peut-être tout simplement lui dire, je rebondis sur ce que vous disiez tout à l'heure, j'ai vraiment besoin de toi pour que tu m'accompagnes chez le médecin. Ça me rassurerait. Et peut-être que là, il va changer complètement d'écoute.
Parce que si ce bébé, il l'a fait parce qu'il porte votre couple et qu'il a envie que dans cette union, vous ayez un bébé, ben, il aura peut-être envie de vous faire plaisir pour vous accompagner, vous sécuriser. Plutôt que de lancer des briques comme ça, tiens, je vais chez le médecin demain. Ben oui, ben tu vas chez le médecin, c'est bien. Mais comment sait-il que vous avez vraiment envie qu'il vous accompagne? Vous voyez? Mais oui, il faut le dire clairement. Souvent, on lance des choses et en disant la chose, on a une idée derrière la tête et on s'imagine que l'autre, il lit dans nos pensées. Mais non, ça ne marche pas comme ça encore. Comment s'exprimer pareillement, mais avec bébé? Comment Alors, lui parler, puisque bébé, lui ne peut pas verbaliser clairement, ou voilà, il comprendra, mais comment lui dire pour que ce soit recevable et comment percevoir ou entendre sa réponse, puisqu'il ne peut pas la verbaliser comme un adulte qui a acquis la parole pourrait le faire clairement. Comment vraiment ne pas mésinterpréter son message par rapport à ce qui nous arrange ou ce qu'on voudrait entendre ou comprendre. Comment être sûr que là il y a un véritable échange d'adulte à adulte en devenir, mais enfin entre deux personnes qui se parlent, mais qui et se qui parlent se respectent. vraiment et qui se respectent. Moi j'aurais tendance à dire qu'il ne faut pas attendre une réponse parce que votre bébé ne vous la donnera pas, mais par contre il agira en fonction de votre positionnement. Donc votre démarche peut être de lui exprimer votre ressenti, parce que ça il peut très bien l'entendre, et en même temps d'être congruent, je dirais, avec ce que vous êtes en train de dire, mais faire ce que vous avez envie de faire, pour que lui s'adapte à ce que vous avez décidé de faire, et faire autrement, bien sûr. Bon, je ne sais pas, on peut citer l'exemple d'avoir besoin de temps pour aller faire du sport, et donc de peut-être laisser... c'est vraiment un truc à moi, et de laisser le bébé à la grand-mère ou je sais pas, de pouvoir lui exprimer et de faire. Et de pouvoir voir qu'effectivement la séparation, peut-être elle se passe bien parce qu'on a exprimé un besoin et que l'enfant l'a entendu. Et le rassurer en le laissant. Je pars juste faire du sport parce que j'en ai besoin, mais je reviens aussitôt. Parce que bon, ça, pour moi, ça se passe bien. C'est vrai que moi, la difficulté que j'ai, par exemple, avec ma fille, c'est qu'elle est énormément en demande de moi. Donc, c'est vrai que je suis en permanence en train de lui dire, j'entends bien, je comprends, mais voilà, là, j'ai l'obligation d'eux, ou j'ai envie d'eux, ou j'ai besoin d'eux, et je lui donne des délais. Voilà, alors, il me semble que les enfants n'ont pas la notion, mais je dis voilà, j'en sais rien, dans 2 dodos, ou j'en sais rien, dans 2 minutes où tu vas t'amuser avec ta poupée, machin, j'arrive et je partage quelque chose avec toi. Mais c'est vrai que je ressens plus de la contrariété de sa part et elle me l'exprime. Et c'est vrai que du coup, je ne sais pas si je dois persister dans ce sens-là pour lui apprendre la frustration et le respect de ma place, et cela lui permettra de trouver la sienne, ou sinon, sinon, au contraire, je suis en train de lui apporter une sensation très négative, où elle se sent peut-être rejetée par sa mère, ou voilà, je ne sais pas comment... Parlez-lui, rassurez-la de tout ça. Je le fais, mais moi, voilà, il me reste des interrogations. C'est ça, c'est exactement ça. Alors, comment on fait? Parce que voilà, avec un adulte, on peut lui dire, voilà, je suis peut-être enfermée dans ma culpabilité, je ne comprends pas le message que tu me fais en retour, je l'interprète toujours de la même façon parce que je suis enfermée dans ma culpabilité. Un enfant, on peut lui dire aussi, mais non, il ne faut pas rentrer dans la verbalisation, mais c'est vraiment dans le senti. Votre culpabilité, elle la sent. Oui, elle s'en sert. Oui, tout à fait. Pas pour vous mettre à mal, mais tant que vous serez coupable et que vous montrerez cette culpabilité. Donc là, je fais quoi? Je fais break, je fais une séance de sophro. Pourquoi pas? Pourquoi pas? En tout cas, il faut apprendre justement à se faire plaisir sans culpabiliser, sans avoir l'appréhension de retrouver l'enfant. C'est peut-être aussi lui dire, tu sais, j'aimerais passer beaucoup plus de temps avec toi. Quand je te demande de jouer toute seule, je me sens coupable, mais il faut que j'y aille. L'avouer.
Mais oui, tout simplement. Déjà, vous de le dire, vous allez voir que la culpabilité, elle va se dissoudre. Elle va tomber. Ouais. Parce que vous lui aurez dit. Ça va vous soulager. Et automatiquement, ça la soulagera elle. Par contre, ça ne vous donnera pas des mots en retour, mais vous verrez. Mais est-ce qu'après, alors ça c'est vrai, c'est très pragmatique, mais c'est vrai qu'après, est-ce qu'à ce moment-là, dans des moments de stress comme ça, très ponctuels et très fugaces, est-ce qu'on peut justement gérer et apaiser relativement spontanément avec le souffle? Bien sûr. D'accord. C'est juste revenir ici et maintenant. On est d'accord, ok. Vous la sentez, cette culpabilité? Intérieurement, vous vous dites, je suis coupable de quoi? Je suis coupable de quoi quand je laisse ma fille jouer toute seule? Il faut quand même savoir que les enfants qui jouent s'instruisent, se développent, et ils ont besoin de jouer tout seuls. Si vous les accompagnez à tout faire, ils n'auront aucune indépendance, aucune autonomie. Donc il faut les laisser jouer seuls. Après, il y a aussi, pour mettre des limites et un cadre plus que l'espace-temps, il y a Isabelle Figliosa qui parle toujours de donner des choix aux enfants. Quand on a de la difficulté justement à borner les choses, que les enfants aiment le cadre, ils aiment la discipline. Donc il ne faut pas dire un jour rouge, un jour vert, parce que là ils ne comprennent plus, puis vous en ferez pas grand-chose, enfin, vous aurez du mal à avoir l'autorité. Mais par contre, leur donner des choix. Voilà. Par exemple, mettre ses chaussures, les enfants, ils passent toujours une période où ils ne veulent pas mettre les chaussures. Eh bien, c'est l'heure de mettre tes chaussures, laquelle tu veux mettre, la droite ou la gauche. Et là, l'enfant, il a un choix, et là, c'est lui qui décide. Et c'est lui qui décide. Et quelque part, il se sent respecté dans son être profond. Donc vous pouvez dire la rouge ou la bleue, par Oui, exemple. par exemple. Oui, non, mais c'est sûr. Parce que ça, c'est vrai que là, ce choix-là, moi je le propose déjà alors qu'elle a 15 mois. Et c'est vrai que ça, on me le reproche souvent. On me dit que je fais que moi, dès qu'elle est née, par contre, je l'ai considérée comme un adulte en devenir. Je lui ai toujours parlé comme un adulte. Et ça, on me l'a reproché tout le temps, en me disant que justement, je ne respectais pas son état bébé et que je lui donnais trop de choses à réfléchir. Mais c'est vrai que tout à l'heure j'avais envie de vous le dire, il ne faut pas tout expliquer. Parce que déjà, ils fonctionnent beaucoup par l'intuition et tout, donc ils comprennent bien au-delà de nos mots, et donc on n'est pas obligé de tout leur expliquer. Hein. Si, d'ailleurs, la culpabilité, enlevez-la et vous verrez qu'il va se passer quelque chose par rapport à elle. Mais par contre, c'est mettre des cadres. Il faut pas toujours, il faut arrêter d'être dans ouais, c'est mon bébé, il faut surtout pas qu'il souffre, il faut surtout pas, bien sûr qu'il faut pas les faire souffrir, mais il faut qu'ils passent par certains chemins quand même pour grandir. Hein, c'est l'expérience qui les fait grandir. Vous êtes là, dans ce rôle-là. Donc il faut arrêter de se culpabiliser parce qu'on leur dit non, c'est pas comme ça, mais comme ça aussi. Hein. Et puis c'est vrai que c'est leur donner beaucoup à réfléchir. Des fois, et beaucoup à se poser des questions, là où peut-être c'est pas de leur âge. Il faut aussi respecter cette notion d'âge, pour qu'effectivement ils se laissent un petit peu porter, jusqu'à ce qu'ils aient à se poser véritablement ces questions-là. Moi, j'ai un fils qui a 14 ans, et je pense que je l'ai encombré de beaucoup de choses avec mes questions, et à essayer de toujours vouloir lui donner la place, à lui donner une question, des échanges, à vouloir... Donc là, il m'a dit que il y en avait trop. Voilà, mais oui, il y en a trop. Il y a besoin de faire le tri, de savoir où est sa responsabilité. Et je pense que ça vient de ma façon de lui avoir toujours proposé des choix, toujours... Parce que les enfants aussi, on voudrait toujours qu'ils soient tout sourire, tout contents de ce qu'on leur fait vivre et de ce qu'ils vivent. Mais ils ont le droit aussi d'être en colère, d'avoir de la frustration. C'est de l'expérience de vie qui les fait grandir. Donc voilà, c'est l'heure d'aller dormir parce que tu es fatigué, tu es plus petit que moi je me couche après, mais toi tu as besoin de plus de sommeil et il n'y a pas besoin de plus d'explications que ça, quoi. Tu as le droit de rester dans ton lit sans dormir, mais maintenant tu finis par... Tu vas dans ton lit, c'est l'heure où tu vas dans ton lit. Voilà. Après, ça peut être préparé avant, hein. Voilà, bientôt tu vas aller au lit. Est-ce que tu veux lire un livre avant ou faire ça, et puis après, tac, c'est le lit. Jouer un petit peu sur cette autonomie de décision,
Mais la décision finale, c'est papa ou maman qui la prennent. Tout à l'heure, justement, je lisais un article d'une psychologue justement sur la place de chacun et qui disait mais il faut arrêter de donner une place adulte aux enfants, quoi. Chacun sa place, c'est bien ça, c'est chacun sa place. Les parents sont là pour éduquer, pour cadrer, pour sécuriser, en gros. Et c'est de vous que vous parlez à chaque fois à votre enfant. Une fois que vous lui dites quelque chose, vous parlez de vous. Peu importe ce qu'il entend, ce qu'il n'entend pas, mon ami, il entend plein de choses, mais c'est vraiment de notre ressenti. Il n'y a pas besoin d'une réponse, il n'y a pas besoin de... C'est pas un échange, effectivement, vous lui parlez de vous. Pas forcément de responsabilité à prendre, mais de votre ressenti à un moment donné. Donc, et ça, il entend. Si je comprends bien, donc si on se centre à chaque fois, Sur on sait où, sur le moment, on sait où est le juste, et on ne peut transmettre rien d'autre que quelque chose qui est juste, ou en adéquation avec ce qu'on peut transmettre. Oui, et si vous vous sentez perturbé à l'intérieur, c'est votre perturbation. Donc c'est là qu'il faut que vous écoutiez, et non pas d'être en culpabilité par rapport à votre fille. Dans ce lien d'interaction adulte-enfant, j'ai fait des séances de relaxation dans un relais d'assistante maternelle. Donc là, c'était même pas maman-bébé, c'était nounou-bébé. C'était jusqu'à l'âge de 2 ans et demi à peu près, ça y allait. Donc il y en avait dans des transats, d'autres qui galopaient. Eh bien, là, ça a été flagrant, les nounous, elles ont vite pris conscience que si elles étaient détendues, les gamins, ils se posaient. Donc au début, on faisait une petite séance debout, où je faisais la chanson du corps, alors donc on bougeait la tête, les bras, comme ça ils prenaient conscience de leur corps, et après c'était allongé. Donc c'était pas obligation pour les enfants de s'allonger, la règle c'était je crie pas, je cours pas, et j'embête pas les autres. Eh bien, tous les enfants où les nounous arrivaient à se détendre, au bout de très peu de temps, ils s'allongeaient, alors quelquefois à côté de la nounou, mais quelquefois à l'autre côté de la pièce, et ils se posaient, et les nounous qui n'arrivaient pas à se détendre parce qu'elles étaient inquiètes, elles ouvraient les yeux, où est-ce qu'il est passé, alors que la salle était sécurisée, et moi et la directrice du RAM, on était en surveillance. Mais il y a certaines nounous qui n'arrivaient absolument pas à lâcher, qui étaient hyper tendues et tout le temps les yeux aux aguets, puis les gamins ne faisaient que de leur sauter dessus. Et à un moment dans mon dialogue, justement, j'ai exprimé, et même si l'enfant est turbulent, m'embête et tout, j'ai le droit de lâcher, de me relâcher à l'aide de ma respiration. Il y en a une, à un moment, elle a réussi à lâcher. En un rien de temps, le gamin, il est parti à l'autre bout, il a pris son pouce, il s'est calé dans un coin. Alors ça a été spectaculaire. Tout ça pour dire l'interaction énorme. Et Isabelle Filiosa aussi dit beaucoup que l'enfant capte les non-dits des parents, et qu'un enfant qui pique des colères non justifiées, il faut aller voir le parent, parce qu'en général, c'est que le parent est très coléreux. D'ailleurs, j'ai eu un exemple. Une maman qui m'appelle, elle avait un petit bout de 3 ans, il devait avoir, on commence à s'inquiéter, il est trop turbulent, il se tape dessus et tout. Bon, je dis, je ne reçois pas un enfant de 3 ans sans voir les parents. Donc elle est venue, son mari ne pouvait pas venir tout de suite, donc elle est venue. Alors elle est hyper stressée, elle ne restait pas immobile sur la chaise déjà. Donc je dis, bon, je veux bien vous recevoir, mais je veux que vous veniez, papa et maman, ensemble. Parce que j'étais en pleine expérience avec les relais d'assistante maternelle, donc je dis là, je vais expérimenter avec le couple. Et le papa, à un moment, je lui ai demandé comment... Oui, parce que le papa me dit, oui, moi j'ai vraiment pris peur, parce que je l'ai vu plusieurs fois quand il se mettait en colère à se taper dessus avec ses jouets. Donc j'ai dit à papa, et vous, comment vous agissez quand vous êtes en colère? Il tapait du poing sur la table, il faisait ça, voilà. Donc le père était plein de colère. Et le gamin, c'était un vrai zébulon. J'ai vu les parents 2 fois, ils sont pas revenus après. Là, ils ont compris, mais je pense que c'était trop difficile pour eux de travailler sur eux et d'apaiser leur colère, leur nervosité et tout. Mais c'est eux qui avaient besoin de travailler, c'est pas l'enfant. Parce qu'ils auraient su l'apaiser. Alors je ne dis pas que tous les parents sont comme ça dès qu'il y a un enfant qui est hyper turbulent et tout, mais il faut toujours se poser la question, qu'est-ce qui se passe chez moi? Des questions sur ce chapitre-là? C'est bon? Alors, si on étend un petit peu
Donc, en clarifiant la place de chacun, nous assurons l'épanouissement de tous. Alors, en nous, nous avons la petite fille, la mère, l'épouse. Le papa, il a le fils, le père, et il est le conjoint. Et tout ça, ça fait des conflits émotionnels. Parce que quand on a un enfant, ça vient réveiller notre petit enfant intérieur. Et souvent, ça vient éveiller nos blessures. Donc c'est pour ça aussi, quelquefois, c'est pas évident. Donc il y a notre conflit intérieur, il y a les conflits de gestion de la place de chacun. Et puis le rôle qu'on est en train de vivre à un moment donné, qui n'est pas en adéquation avec le rôle qui est en train de vivre l'autre dans la famille. En l'occurrence. Oui. Donc ça fait une interaction énorme. Donc il y a le bébé et puis il y a la fratrie dont on n'a pas encore parlé. Et c'est pour ça que se poser et savoir ce qu'on dit à ce moment-là et ce qu'on est censé vivre à ce moment-là, c'est peut-être important de s'arrêter sur bon ben là, qu'est-ce que je suis, qu'est-ce que je dois être. Quel serait le rôle, parce que c'est aussi des rôles que je dois jouer là, dans ce moment-là. C'est pas facile. Et presque tous les matins, on peut se poser cette question. Hein. Mais ça change toute la journée. Mais déjà tous les matins. C'est vrai que ça change toute la journée. Mais déjà se poser la question tous les matins. En ce moment, quel est le rôle primordial que je veux mettre en avant? Après, c'est pas toujours facile, hein, quand on a des enfants, même un bébé ou des choses comme ça, de se dire, mais tiens, aujourd'hui, j'ai envie d'être femme. Hein? Mais si, au bout d'un certain temps, on se dit plusieurs fois, j'ai envie d'être femme, eh bien, il faut essayer de se trouver un petit créneau avec la communication à l'intérieur de la famille. Faire des réunions. J'avais suggéré ça une fois à une dame qui venait me voir pour travailler sur l'équilibre pondéral et qui justement avait du poids parce qu'elle n'arrivait pas à prendre sa place au sein de... C'était vraiment au sein de la famille, hein, parce qu'il y avait des accords fonctionnels avec le mari, mais aussi avec les enfants. Et donc je leur avais suggéré comme ça de faire une réunion de famille. J'avais dit, vous faites le rythme que vous voulez, hein. Et il n'a pas fallu beaucoup de réunions pour que les choses se cadrent et se posent. Juste exprimer, donc elle a commencé par elle, exprimer vraiment ses besoins qu'elle avait contactés par les séances de sophrologie, vraiment ses besoins, et bien, de ne pas tout porter et d'avoir elle adorait aller marcher le soir après le boulot, d'avoir ne serait-ce un quart d'heure, prendre le chien pour ce quart d'heure-là pour aller marcher. Elle a commencé par ça, et puis après, il y a les autres qui ont commencé à mettre aussi des choses en place, et il y a plein de choses interactives qui se sont installées, et il y a eu une fluidité de communication et de prise de place. Mais c'est parce qu'elle n'avait jamais exprimé ses frustrations, ses manques, ses besoins, et comme je disais tout à l'heure, c'est pour les exprimer, et il faut déjà les connaître. Parce qu'on dit souvent, je veux pas ci, je veux pas ça, mais c'est plus difficile à exprimer et à contacter ce que l'on veut réellement. Parce que ce qu'on veut pas, on le sent, hein, parce que ça nous perturbe, ça nous rend ronchon. Pour ce que l'on veut, c'est toujours un petit peu plus compliqué parce qu'on ne le met pas en évidence. Tiens, juste lundi, dans mon groupe, j'avais une jeune fille. Je ne sais plus quel thème de la séance c'était. C'était une histoire de place relationnelle parce qu'on travaille ça en ce moment. Et à la fin de la séance, elle me dit « Oh là là, c'était bien, je me suis rendu compte qu'en fin de compte, je pouvais vivre plein de petites choses qui étaient très bonnes. » Et puis d'un seul coup, elle fond en larmes. Je la laisse prendre un petit peu son émotion. Et je dis « Mais c'est quoi cette émotion qui traverse ?» Et après un petit discours, voilà, essayer de lui faire exprimer parce qu'elle n'arrivait pas à exprimer ce qui se passait. En fin de compte, elle ne comprenait pas. Et en fin de compte, c'est que les 15 jours qui avaient précédé, elle avait été très très ronchon et que pendant cette visualisation, elle s'était aperçue qu'en fin de compte, elle vivait plein de petites choses qui étaient hyper agréables et qu'elle prenait conscience qu'en fin de compte, elle s'arrêtait sur des broutilles, à ronchonner sur des trucs qui n'avaient pas d'intérêt.
Mais il a fallu la séance de sophrologie, sinon elle avait passé 15 jours à râler. Donc oui. Mais à travers ça, elle s'est aperçue, si on revient à la notion de besoin et de connaissance de ce qui nous fait du bien, elle s'est aperçue qu'en fin de compte, elle pouvait se faire du bien à travers plein de choses. Et que ses besoins étaient très simples en fin de compte. Et on lui aurait posé la question avant la séance, je suis sûre qu'elle aurait dit « Oh là là, j'en ai ras-le-bol, il n'y a rien qui marche, tout va de travers, je fais que râler. » Voilà. Donc, respect du rôle, ça, je reviens sur papa c'est papa, maman c'est maman. Les enfants, ils gardent leur place. Hein, ils n'ont pas à prendre trop de place. On leur en laisse énormément dans notre société. Donc, qu'ils aient leur place, mais avec le cadre et les limites d'un enfant et de chaque âge de l'enfant. Donc, de la place, de l'espace de chacun. Et tout ça, ça fonctionne par des interactions de dialogue, d'écoute et de communication. Alors, une communication bienveillante dans la famille. Une communication bienveillante dans la famille, ça fonctionne justement en écoutant les émotions et les sentiments. Donc on rejoint tout ce qu'on vient de dire avant, hein, c'est vraiment apprendre à se connaître, à écouter ses sentiments, ses émotions, parce que si on sait écouter nos sentiments, nos émotions, on saura mieux écouter le sentiment qu'éprouve un enfant quand il se fait mal, quand il perd un objet, quand il y a son petit animal qui meurt ou qui s'en va. Parce que souvent de fois, on leur dit « Mais c'est rien, allez, tu t'es tapé, c'est rien ». Et pour l'enfant, c'est pas rien. S'il s'est écorché le genou, il a mal. Donc c'est bien d'accueillir cette douleur. Mais on veut tellement pas qu'il pleure, notre enfant. Donc vite on guérit, on soigne. Mais en faisant comme ça, on étouffe tous leurs sentiments et leurs émotions. Il faut l'en dire quoi alors? Et c'est comme ça qu'adulte, eh on ne connaît plus ses Il faut sentiments. accueillir le bobo dans ce qu'il est, Accueillir, oui. Accueillir. quitte après à le soigner et à se rendre compte. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu t'es fait mal? Et t'as mal où? T'as mal comment? Qu'est-ce que ça te fait? Pleure si ça te fait mal. T'es en colère après le poteau dans lequel tu t'es tapé? T'as le droit d'être en colère après ce poteau, parce qu'il était là et tu ne l'as pas vu, c'est pas de ta faute. C'est le laisser exprimer ce qu'il ressent, tout simplement. C'est vraiment ça. C'est comme tout à l'heure, je disais à madame, exprimer qu'elle a envie que monsieur vienne avec elle à l'examen, parce que ça la sécurise ou ça lui fait plaisir, je ne sais pas ce que vous pourriez ressentir, après c'est propre à vous-même, mais c'est exprimer vraiment ce que ça vous apporte aussi. Et là c'est pareil, c'est laisser exprimer l'enfant dans sa douleur. La tortue est morte, c'est pas grave, on va en racheter une autre. Ben non, parce que l'enfant il va piquer une colère encore plus parce que c'est pas une autre qu'il veut. Il est triste d'avoir perdu celle-là. Donc ça c'est avec l'enfant, hein, mais c'est avec tout le monde qu'on devrait agir comme ça. Parce que quand les gens souffrent justement et qu'ils l'expriment à quelqu'un de proche ou de proche en général, c'est parce qu'ils ont besoin de verbaliser ces douleurs. Parce que quand on verbalise, ça se dilue. Hein, oui, ça se met à distance. Et c'est juste l'écouter. Mais beaucoup dans le conseil. Même pas quand on exprime un ressenti ou quand on nous exprime un ressenti, oh mais c'est rien, on va nier très très rapidement les conséquences de ce qu'on vit. Donc, voilà, on peut quand même l'accueillir, ça nous a fait mal et ça a été douloureux, accueillons-le, ne le nions pas. Oh mais c'est pas grave, il y a pire que moi, hein, il y en a plein. Il y a le nier ou alors donner les conseils. Mais comme on ne sait pas trop ce que l'autre ressent, c'est donner des conseils. En général, ça agace la personne qui s'exprime. Parce qu'elle ne se sent pas entendue. Parce que le conseil que vous allez lui donner n'est peut-être pas du tout ce dont elle a envie, donc elle ne se sent pas entendue, la personne.
Moi j'ai une amie à qui j'aime bien parler, pourtant j'aime bien parler, c'est Francesca. Quand je l'appelle que j'ai un souci, je lui raconte mon souci, et je sens qu'elle m'écoute, et puis à la fin elle me dit oh, j'ai entendu, mais je peux rien pour toi. Ça me fait un bien. Elle peut rien, mais elle m'a écoutée, je me suis laissée porter, elle a entendu, mais je peux rien pour toi. Et voilà, du coup ça me redonne la pêche. Et quelquefois, elle veut quelque chose? Non, elle ne peut rien de toute façon. Mais non. Puis je peux rien lui demander, je peux juste lui demander de l'écoute, c'est vachement important et c'est ce que je fais d'ailleurs. C'est très important. Et pour moi c'est suffisant quoi. Elle m'a écouté. Surtout qu'en général, quand on exprime comme ça à quelqu'un d'autre et que l'autre ne dit rien, donc vous vous sentez écouté, et intérieurement il y a un chemin qui se fait et en général il y a très souvent les solutions qui apparaissent toutes seules. Rien que le fait de le verbaliser. Et ça va beaucoup plus vite quand on est au seuil sophroliminal. Parce que du coup il se passe des choses. Oui, parce que le mental est beaucoup moins présent, on n'est pas dans l'analyse, on est dans l'écoute intuitive, en état intérieur de sophrologie. En séance. Oui, en état sophronique. Intériorisation. On ne parle pas en sophrologie. Comment? Comment ça se passe en Le sophrologie? sophrologue il parle tout le temps. Parce qu'il donne des indications, Il guide la Il guide. séance. On va en vivre une. En fait, Comment? Oui, c'est la différent. sophrologie, c'est une séance de relaxation. Ah, c'est pas que de la relaxation. C'est de la relaxation dynamique et relationnelle. Parce qu'il y a des mouvements et vous rentrez vraiment en relation avec vous. Le sophrologue nous parle, Oui, nous donne des indications, nous dit Oui. ce qu'on va faire. tout à fait. Vous allez voir, vous allez expérimenter. Alors donc oui, donc nous revenons un peu sur l'émotion. Là, nous avions fait une conférence sur les émotions, mais pour les personnes qui n'étaient pas là. Donc l'émotion, c'est de l'information qui demande à être écoutée. Vraiment, l'émotion, c'est un message de l'intériorité, comme quoi il y a quelque chose qui se passe. Hein, c'est une interaction avec votre environnement, ce que vous réceptionnez de l'environnement et votre histoire de vie. Et il y a des interférences qui se font et qui font une réaction. Donc ça peut être donc les 4 émotions principales, la joie, la tristesse, la colère et la peur. Voilà, donc ça va résonner avec tout ce que vous avez déjà vécu et ça fait une action. Donc c'est pour ça que l'émotion est vraiment propre à chacun, que c'est important de l'écouter, parce qu'elle est en train de vous envoyer un message. Et toute émotion donc a une raison légitime d'exister, parce que justement c'est une résonance intérieure. Et l'émotion nous relie à nous-mêmes et elle permet de mieux nous connaître si on va l'écouter et essayer de décoder ce qu'il y a derrière. Ça nous permet de comprendre et de transformer les schémas réactifs. Parce que l'émotion nous emmène dans la réaction. Donc écouter ses propres émotions et sentiments pour un meilleur accueil des sentiments de l'autre. Hein, parce qu'à partir du moment où on sait s'écouter, on va être beaucoup plus disponible à écouter les sentiments des autres et ainsi favoriser une communication bienveillante. Qu'est-ce que la sophrologie va nous apporter? Donc la sophrologie, c'est une méthode holistique, c'est une interaction entre votre corps, votre mental et toute la partie émotionnelle. Donc le premier axe, c'est appréhender, élaborer notre schéma corporel. C'est vraiment le premier grand principe, c'est entrer dans ces sensations corporelles. Ça amène dans l'instant présent. Ça apaise le mental, parce que dans l'instant présent, on ne peut pas être en train de gamberger. Hein. Si vous réfléchissez bien, on gamberge quand on est en train de penser au futur, comment on va être demain ou après-demain, ou alors on est en train de ça s'est passé. Hein. Si j'avais su, si j'avais fait... Mais dans l'instant présent, on ne peut pas agir sur le passé et on ne peut pas faire le futur non plus, concrètement. Il n'y a que dans l'instant présent qu'on peut être en action. Et donc en étant dans les sensations corporelles, on est beaucoup plus dans l'instant présent.
parce que notre corps il est ici, là, maintenant, et notre respiration aussi. Donc par le biais de la respiration, on va emmener beaucoup plus notre présence dans les sensations corporelles. Et donc l'adulte ou l'enfant, parce que l'enfant, on peut faire des séances de sophrologie hein, sur les enfants. Là, j'interviens en crèche sur les 2-3 ans. Sûrement à la maternelle à Morières bientôt. Je vais au collège. Enfin voilà, hein, le panel. J'ai commencé à faire ça sur les 2 ou 3, même pas, avant 2 ans. Par le biais d'une maman de relais d'assistance maternelle qui m'a appelée et me demandant si je pouvais agir sur les petits. Je suis partie dans une grande élaboration de paroles, d'explications, que je me suis demandé ce qui se passait en moi. Et bien je me suis dit, ben oui, je dois avoir quelque chose à faire là. Donc j'ai commencé cette expérimentation qui m'a beaucoup apporté. Et donc depuis, je chemine. Et il n'y aurait pas eu cette maman, jamais j'aurais eu l'idée de cheminer sur des si petits que ça. Alors on ne peut pas appeler ça, c'est pas vraiment de la sophrologie parce qu'il n'y a pas la dynamique, quoique les enfants, même les yeux ouverts, ils sont tellement présents. Voilà, on peut pas dire qu'ils sont en état sophronique, ils ne sont pas au seuil sophroliminal, mais ils sont très présents. Oui, ils sont très présents et même s'ils sont dans l'action, ils sont ici et présents quand même, ils intègrent, c'est exceptionnel. Donc voilà, on fait beaucoup de travail sur la conscience du corps, la respiration. J'avais trouvé sur le marché des balles comme ça, vibrantes. Alors là, se passer sur le corps, ils s'éclatent, les gamins. Ils tiennent ça, ils font vibrer ça sur nous. L'autre jour, on a fait le petit train du massage, les uns derrière les autres, avec une toute petite balle, et ils massaient le dos du gamin qui est devant. Enfin, voilà, sur la conscience corporelle, ils aiment bien. Et bientôt, je vais commencer les émotions. Donc l'enfant ou l'adulte devient acteur pour réussir et vivre au mieux les étapes de sa vie. Donc chacun va pouvoir se créer sa propre réalité en lien avec son intériorité et non pas en lien avec les conseils, les schémas qui ont pu se formater. On va aller chercher le dévoilement des ressources, des capacités, parce que comme je disais tout à l'heure, on en a tous énormément à l'intérieur de soi qui ont été quelquefois enfouis par des injonctions qu'on a pu nous donner, des étiquettes qu'on a pu nous donner étant plus jeunes. Donc il suffit juste d'aller les chercher et de les mettre en application. Parce qu'à partir du moment où on les a contactés et avec une visualisation, on va pouvoir les mettre en action beaucoup plus facilement. C'est souvent des moyens de défense qu'on a oui, tout à fait. En place pour se protéger à un moment donné. Oui. Donc écouter les messages de nos émotions, connaître ses limites et se respecter. Donc là, on va vivre une séance ce soir. Vous essayez de sentir un petit peu votre fonctionnement intérieur et comment vous pouvez vous approprier votre espace. Et il ne faut surtout pas oublier qu'améliorer son relationnel et sa propre communication avec soi, c'est ce qui va s'ouvrir vers les autres pour une meilleure communication avec les autres. C'est toujours par soi que le chemin passe. Et comme ça, on peut trouver sa place. Dans la famille et au-delà. Une petite synthèse de tout ce qu'on vient de dire. On voit chaque membre de la famille a son rôle à jouer, bien sûr. La communication, le respect, l'écoute, les émotions, les sentiments, les ressources, les capacités. Quelques maîtres mots, parce que je ne pense pas qu'ils sont tous là. Ça vous laisse rêveur, hein? Oui. Alors, mais ça c'est le récapitulatif de tous les ateliers en individuel ou en groupe qu'on peut proposer. Voilà. Et un petit topo, je crois, sur le déroulement d'une séance. Alors, une séance est composée de mouvements donc appropriés aux besoins de l'axe de la séance. Donc, quand c'est en individuel, c'est après un dialogue qu'on a fait avec la personne qui vient consulter, un dialogue de l'attente, du besoin.
et de ce que le sophrologue va ressentir, nous allons construire une séance qui va inclure la concentration sur les sensations, l'accueil des sentiments, des émotions. Donc on a toujours une partie qui va se relier à l'intériorité au niveau du cœur. Et on va essayer, enfin vous allez essayer de mettre du sens, de rassembler quelque chose qui va pouvoir s'emmener au-delà de la séance. Dans ce vécu-là, vous allez vraiment vous l'approprier pour laisser émerger quelque chose qui va cheminer après. Donc il y a des choses qui cheminent toutes seules, il n'y a pas besoin d'y penser. Et puis après, il y a des choses que vous allez mettre en action qui vont permettre de faire évoluer vos comportements et vos cheminements. Donc c'est pas magique, ça ne se fait pas en une séance, il faut votre implication, donc une certaine motivation, il faut de la vivance, c'est-à-dire une répétition de ce que vous vivez, et à partir de là, nous pouvons trouver un nouvel équilibre. Tu veux rajouter quelque chose, Pascal? Les 3 grands axes, donc on l'a dit tout à l'heure, l'action du positif, le corps, et la réalité objective. Et la réalité objective, c'est-à-dire que c'est moi qui fais pour moi, j'attends pas que le voisin vienne m'aider, et puis je reste dans la mesure du réel. C'est-à-dire que si je prépare un examen en n'ayant pas appris, j'ai beau pas être stressée, si j'ai pas appris mon cours, il ne passera peut-être pas grand-chose. Voilà, c'est ça. Voilà, pour aujourd'hui. Donc on fait la séance. Allez. Tu te présentes ou je la présente? C'est toi qui l'as écrit. Alors, donc, une séance sur le thème de prendre sa place. Et pour prendre sa place, nous avons opté pour vous faire connecter vos modes de fonctionnement. Donc la séance va commencer en position debout, où il y a toujours un temps de centrage, où la guidance, donc vous aurez les yeux fermés, hein. Tout le long de la séance, on a toujours les yeux fermés. S'il y en a certaines ou certains qui, c'est trop long la séance, les yeux fermés, vous pouvez entrouvrir les yeux en regardant devant vous, pour ne pas perturber les autres, parce qu'on peut sentir si quelqu'un nous observe, même les yeux fermés. Et, ou alors si vous sentez des déséquilibres. Hein. Si le temps est trop long debout, vous pouvez vous asseoir et adapter les mouvements en position assise. La règle en sophrologie, c'est « je me respecte et je respecte les autres ». Voilà. Donc nous serons debout. Un temps de présence à soi où nous allons vous inviter, enfin je vais guider la partie debout et Pascal guidera la partie assise. Comme ça vous avez nos 2 guidances. Je vais vous inviter à porter votre attention sur chaque partie du corps pour leur permettre de se poser et que vous preniez un peu plus de conscience de votre corps. Ensuite, nous allons vivre 3 exercices avec nos bras et nos mains pour essayer de connecter les modes de fonctionnement. Donc, c'est pas, je réfléchis surtout pas pendant la séance, je suis dans mon ressenti et j'écoute ce qui se passe à l'intérieur de moi. Voilà, hein, parce qu'il peut y avoir des résonances, oh ben ça j'aime pas, là je me sens pas à l'aise, mais il n'y a ni bien ni mal, il y a ce qui se passe en vous, d'accord? Et puis les exercices, c'est pareil, si vous vous rappelez pas trop, là moi je vais tout répéter pendant que vous allez faire les exercices, je vais dire je lève mes bras, je plie mes coudes, je contracte mes bras, mais si vous ne savez plus exactement, ne vous prenez pas la tête, vous faites ce que vous vous rappelez. Donc c'est debout après le centrage, un exercice qui s'appelle les doigts en griffe, pour essayer de contacter en vous, est-ce que vous avez un mode de fonctionnement plutôt d'agressivité ou de protection dans des moments de conflit par exemple. Donc je suis posée sur mes pieds, j'inspire, je contracte mes bras, mes doigts en griffe à la hauteur au-dessus de ma poitrine, là. Je reste un petit peu poumon plein comme ça pour ressentir cette agressivité par exemple. Et je relâche, d'accord? Les exercices, on les fera 3 fois à chaque fois. La première fois, c'est pour s'approprier l'exercice. La deuxième fois, vous le vivez un peu plus profondément. Et la 3e fois, je vous laisse les faire toute seule ou tout seul pour que vous soyez vraiment dans votre ressenti et votre vécu.
D'accord? Donc la première fois, je connecterai à l'agressivité. Deuxième fois, est-ce que je suis plutôt dans la protection? Et la troisième fois, vous le vivrez comme vous voudrez. Ensuite, nous ferons le même geste, contracter mes poings fermés pour se connecter à est-ce que je sais m'affirmer ou est-ce que je suis dans le combat? D'accord? Troisième fois comme vous voulez. Et le troisième mouvement, c'est, là j'ai même pas mes bras contractés, juste je les plie et je fais le mouvement des mains, comme ça en éventail. Et pour connecter, quelle souplesse j'ai en moi, quelle justesse dans mes relations. Hein? On va tout se mettre sur le registre de la relation, vu qu'on est dans la prise de place. Puis ensuite, je vous proposerai de vivre le mouvement de la rotation axiale, pour connecter l'espace que j'ai besoin de prendre. Donc, le premier mouvement, ça va être avec les bras près de votre corps. Quand je me donne peu d'espace, comment je me ressens? Résonance intérieure. Un temps d'intégration. Puis la deuxième fois, je vous proposerai d'ouvrir les bras plus grands. Si je me donne plus de place, est-ce que je me sens mieux? Ou au contraire, ça m'insécurise. Et la troisième fois, je vous proposerai de trouver le juste. Hein, en vivant le mouvement, quelle est ma place? Quel espace j'ai besoin pour me sentir bien? Ok? Et ensuite, on passera en position assise, où Pascal vous guidera sur un temps de respiration et puis un temps d'intégration de tout ce que vous venez de vivre. Qu'est-ce que je fais de cette résonance intérieure? Qu'est-ce que j'emmène avec moi au-delà? Et qu'est-ce que je pourrais faire évoluer justement dans cette résonance? Voilà. On y va?